Merci bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais me présenter déjà rapidement, et même avant de me présenter, je vais présenter mon collègue qui n'est pas là aujourd'hui. Ça a été rappelé plus tôt, il travaille pour Fnatic, ça s'est fait très vite, il y a une dizaine de jours, donc c'est un peu tout chamboulé. Donc, notre travail s'est fait en deux parties. Lui vient d'un cursus TAPS comme moi, mais en préparation mentale et préparation physique. Et aujourd'hui, il s'est orienté vers l'e-sport, donc en tant que manager de la performance de Fnatic, après être passé chez Navy au début, puis chez G2, avec Counter-Strike et Rainbow Six dans les deux, et maintenant il est sur Valorant. Donc ce qui explique qu'il n'est pas là parce que la saison démarre lundi pour lui. Donc tout va très vite. Pour ma part, du coup, je viens de STAPS, j'ai fait éducation et motricité pour aller vers l'enseignement. Et de l'enseignement, je me suis tourné vers le coaching e-sport, qui a beaucoup de similitudes, je trouve. Et on s'est retrouvé, autant Yuen que moi, dans une position où on a très peu de bases scientifiques, parce qu'on a fait des masters un peu orientés recherche, pour appuyer notre travail de coach ou de manager de la performance. On est parti aujourd'hui sur l'échauffement e-sportif, l'échauffement sportif et comment on peut le transposer à l'échauffement e-sportif. Et on parle ici que d'échauffement et pas d'entraînement, parce que c'est très dur dans la littérature de montrer un transfert entre un entraînement cognitif pour améliorer ses performances cognitives au-delà du test sur lequel on s'entraîne. Par exemple, si on s'entraîne à retenir des suites de chiffres pour améliorer sa mémoire, ben on va devenir meilleur à retenir des suites de chiffres. Mais c'est très dur de montrer qu'on a une meilleure mémoire sur un jeu vidéo, par exemple. Alors que l'échauffement, vous allez voir, c'est un petit peu mieux. Ça commence, c'est pas fou, mais c'est un petit peu mieux. Donc, pour vous parler, donc, toute la partie de UN dont je me fais le représentant, on a déjà une petite définition de l'échauffement dans le monde du sport. Donc vous voyez, on a surligné ici en orange qui va être préparer l'athlète aux exigences de l'entraînement et ou de la compétition afin d'optimiser sa performance. Donc l'idée, on parle maintenant aussi de mise en activation, c'est des termes un petit peu plus récents dans le cursus TAPS, pour ceux qui connaissent. Donc l'idée, c'est de préparer un athlète pour éviter les blessures, mais surtout d'optimiser sa performance. Pourquoi j'enlève un petit peu le côté blessure? C'est quand on arrive à haut niveau, il ne faut pas se blesser certes, mais on amène le corps dans un mode tellement intense que prévenir l'entièreté des blessures, c'est pas possible. On le voit avec tous les sportifs professionnels, il y en a énormément qui se blessent, ça met fin à des carrières. Donc l'échauffement ne répond pas totalement à ce besoin en fait, c'est surtout une hygiène de vie et ça vient dans un point de vue plus global. On a des travaux du coup qui datent, donc là par exemple on a mis une source de 2006, mais, et à notre grande surprise, en tout cas à la mienne et à celle de UN, on s'est aperçu qu'en 2015, donc par exemple avec ce papier de Courtenay qui nous parle de chronologie de l'échauffement, c'est un peu notre terme, en fait, dans le sport, ok, on avait des exercices d'échauffement, on savait qu'il fallait activer le corps, activer les muscles, ramener du sang, mais il y avait très peu de cadres autour de ça. Peut-être que certains ont fait du sport en club, il y en a qui faisaient les gammes, puis un footing, il y en a qui faisaient un footing, puis les gammes, il y en a qui faisaient pas de gamme, il y en a qui s'échauffaient directement avec un ballon en handball avant de faire un footing, ce genre de choses. Donc il y avait très peu de consensus, et encore aujourd'hui malheureusement, parce que comme le papier est récent, les coachs qui ont été formés il y a plusieurs années avant ces papiers-là ont souvent parfois du mal à s'adapter ou juste ils ne savent pas forcément. Donc en 2015, on arrive avec un petit modèle que je vais vous présenter après sur différentes phases de l'échauffement et maintenant c'est beaucoup plus standardisé qu'avant. Quant à l'échauffement e-sportif, les papiers sont très très récents. On l'a vu dans les travaux juste précédents proposés par Julien. 2018 ça explose, 2019-2020, avant il n'y a pas grand chose et il l'a montré aussi, 6 papiers sur la performance sur les 75 qu'il a sélectionnés. C'est pas le domaine qui intéresse le plus les chercheurs. Donc là par exemple sur une étude de Karani en 2022, le papier montre que donc il y a à peu près une cinquantaine de participants qui sont e-sportifs professionnels, donc dans des ligues professionnelles, ils considèrent, donc 75% de ces personnes-là considèrent qu'ils s'échauffent. Comment ils s'échauffent? En général, ils lancent le jeu, ils jouent. Il n'y a pas beaucoup plus. Alors on voit maintenant, par exemple avec Zivou chez Vitality, ils prennent les balles comme on voit en F1, hop, on lâche, on doit rattraper. C'est pas vraiment backup par la littérature scientifique, c'est vraiment des observations de terrain. Et aussi, les joueurs adhèrent à ce genre de choses, c'est tonique, c'est vivace, c'est sympa. Donc on arrive à leur faire des choses. Par contre, les activités spécifiques au sport pendant les routines d'échauffement et des joueurs semblent incomplètes. Ça semble incomplet pourquoi? Parce qu'ils font que jouer. Mais par contre, tous les processus spécifiques
qui vont être recrutés par la performance e-sport sont très peu échauffés. On va vous en parler, enfin je vais vous en parler, pardon. Après, vous en montrer quelques-uns. Aujourd'hui, c'est pas échauffé. Alors peut-être que dans certains clubs, des entraîneurs de niche ou quoi ont des méthodes, mais qui sont pas du tout répandues. UN, après avoir fait quand même Navy, G2 et Fnatic, qui sont des grosses boîtes, il n'a pas eu d'anciens process de ses collègues ou ce genre de choses vraiment structurées. J'étais chez Vitality, avant les compétitions, en général, les joueurs, ils ont peur de faire du sport, de faire tout ce que tu veux parce qu'ils vont être trop fatigués. Il y en a qui ne veulent pas faire de la muscu parce que ça va modifier leur grip de souris. Donc c'est pour ça que par exemple les balles, c'est cool, ils aiment bien, donc ils y arrivent, ils y accrochent. Nous, notre idée, c'est de développer un échauffement dans l'e-sport, donc avec le travail qu'on va vous présenter un petit peu, à la fois pour recruter les processus cognitifs intéressants, mais aussi pour réussir à faire adhérer les joueurs. Parce que ce qui existe aujourd'hui, ça ne fonctionne pas forcément très bien. Donc un cadre théorique commun de l'échauffement du sport. Donc là, on vous a mis deux revues de la littérature. Vous voyez, il y a 3 points qui sont communs, donc l'échauffement général, les étirements et l'échauffement spécifique. Donc si on prend un sport particulier, genre l'athlétisme, échauffement général, ça va être le footing. Les étirements, c'est des étirements dynamiques, parce que maintenant on sait que les étirements longs, par exemple, ça va ralentir les contractions musculaires, donc pour un sprinter, avant de courir, c'est pas fou. Et échauffement spécifique, par exemple, ça va être le griffé. On va venir avec la semelle de sa chaussure frotter le sol, parce que c'est comme ça qu'une foulée est performante. Après, il y a quelques petites différences après, donc la préparation mentale qui revient quand même. Donc là, c'est les processus de gestion du stress, gestion des émotions, de motivation, ce genre de choses. La pliométrie, donc qui sont des exercices musculaires où on fait tout rentrer les phases concentriques, excentriques et isométriques du mouvement. Et dans la revue de 2019, les routines individuelles qui sont un petit peu plus présentes maintenant, qui étaient un petit peu moins présentes avant, parce que dans les routines individuelles, on fait à la fois rentrer donc, du physique, mais aussi de la préparation mentale, donc ça regroupe en général même tout. Tous les sportifs n'ont pas le même échauffement, ils ont leur propre routine individuelle, créée à partir des 4 ou 5 éléments qu'on vient de voir. Hop. Donc, si on fait un petit parallèle avec l'e-sport, donc vous avez à gauche, on reprend les grandes lignes de la chronologie du sport, et à droite, en se basant donc sur des publications très récentes, un peu les compétences, les facteurs de la performance e-sportive. Donc vous avez la motricité fine, donc c'est quoi? C'est la motricité en général des doigts ou des pouces quand on joue à la manette. Les compétences psychologiques dont j'ai parlé, donc gestion du stress, des émotions, la motivation, ce genre de choses, la peur, l'échec, envie de gagner, et les compétences cognitives. Vous voyez ici on a fait un trait en pointillé, parce que c'est le trait qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les compétences cognitives. C'est le domaine dans lequel moi j'ai fait mon master de STAPS et vers lequel je me dirige pour faire ma thèse. Je vous expliquerai un petit peu après en détail. Donc aujourd'hui, les compétences psychologiques, on y répond en se basant sur le sport avec la préparation mentale et la routine individuelle, ce que UN fait très bien avec son master de préparation mentale et de préparation physique. La motricité fine, les étirements et les échauffements spécifiques, on les connaît, il y a beaucoup de joueurs qui vont stimuler par exemple leurs doigts en mettant du sang, en ramenant du sang pour avoir un meilleur apport sur leurs doigts. Ils vont certains s'étirer. On voit par exemple Ferry Peak, qui est un joueur de Rocket League, qui avait fait une vidéo où il parlait du bienfait des étirements, du bienfait personnel parce qu'il se basait que sur son ressenti, mais il faisait énormément de routines individuelles en faisant de la motricité fine qui regroupait des étirements et des échauffements spécifiques. Les compétences psychologiques, on s'en sert, mais c'est encore léger. Toutes les équipes ne sont pas encadrées sur ce point-là, même si tous les joueurs le demandent. Par exemple, Counter-Strike, toutes les équipes en ont, parce que la scène est beaucoup plus vieille, que les joueurs sont beaucoup plus vieux, donc ils ont ces envies-là. Des scènes plus récentes, c'est plus compliqué, ils n'ont pas forcément, et puis quand on parle de côté psychologique, ils disent moi je suis pas faible, j'ai pas besoin. Puis après, quand ils grandissent, qu'ils connaissent l'échec, la victoire, l'échec, ils disent bon, il y a peut-être des choses à aller chercher ici. Et du coup, les compétences cognitives qui nous intéressent, que je vais vous présenter à partir de maintenant. Donc, peu de littérature sur les échauffements cognitifs à partir de cognitifs. Il y a des échauffements cognitifs à partir d'exercices physiques. On a un membre de la REF qui s'appelle Clément Tillier qui est en thèse là-dessus, par exemple. Il montre que les entraînements en HIIT améliorent les processus cognitifs pour l'e-sport. Pourquoi ici ça ne va pas nous intéresser? Parce qu'avant de rentrer en compétition, tu ne peux pas te faire forcément une séance de HIIT, tu ne vas pas faire 15 minutes de footing, et ceux qui aiment bien, ils sont très peu, et en plus il n'y a pas forcément les conditions non plus, parce que quand tu es dans une petite salle d'attente,
bah, tu n'as pas forcément le matos pour le faire. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de réussir à créer des exercices, des échauffements cognitifs avec du cognitif. Malheureusement, dans la littérature, je serais curieux si quelqu'un a des papiers, je n'ai rien trouvé à part ce papier qui montre que, donc en faisant une tâche de Navon, qui est une tâche d'inhibition, on améliore ses performances sur une tâche de Stroop, qui est une autre tâche d'inhibition. Une tâche de Navon, le participant, il devait soit lire donc, la grande lettre, donc ici E ou H, soit lire la petite lettre qui compose la grande lettre. Vous l'aurez peut-être compris, lire la petite lettre demande une capacité d'inhibition de lecture de la grande lettre qui paraît la plus simple à lire. Donc ceux qui se sont échauffés en lisant la petite lettre, donc la locale Navon, parce que c'est la globale quand on lit la grande lettre, quand on lit les petites lettres, c'est la locale Navon task, ont une meilleure performance sur la tâche de Stroop. La tâche de Stroop, c'est quoi? C'est lire la couleur de l'encre plutôt que le mot. Vous l'aurez compris, c'est plus compliqué de dire bleu quand il y a écrit red, en tout cas pour un anglais, pour un français ça serait rouge. Donc les gens qui se sont échauffés avec le local ont des meilleures performances. Ils ne savent pas trop comment l'expliquer dans la discussion, mais l'idée ici c'est qu'on montre qu'en faisant une tâche d'inhibition, on sollicite sa capacité d'inhibition qui devient meilleure par la suite. Pourquoi c'est la différence entre local et global. Quand on fait une tâche globale de Navon task, il y a très peu d'inhibition. Pourtant, on se réveille. On fait un exercice, on doit répondre vite, on doit lire, donc les capacités attentionnelles sont réveillées. Mais la capacité d'inhibition, elle est surtout réveillée dans la locale, et ça améliore les capacités d'inhibition dans la tâche de Stroop. Donc ça montre qu'un échauffement cognitif, ça a un intérêt avec du cognitif. Certes, il y a très peu de papiers, j'en ai trouvé qu'un, mais en tout cas, ces résultats vont dans le sens qui nous intéresse. Les processus cognitifs liés à l'e-sport, ça nous intéresse parce qu'il y a énormément de travaux de Bavelier, de Green, des travaux plus récents de Toth et Campbell, ce genre de choses, qui disent les jeux vidéo d'action. Donc maintenant, les jeux vidéo d'action, à l'époque, c'était Call of Duty. Maintenant, ça regroupe aussi League of Legends. Des jeux qui apportent une incertitude, une capacité attentionnelle très 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 importante, et aussi une capacité attentionnelle divisée. Donc par exemple, dans Call of, il fallait regarder le radar, les ennemis, ses munitions. Bah, maintenant, dans League of Legends, il faut regarder la map, ses ennemis, son personnage, les sorts, les timers, plein de choses comme ça. Donc, les premières capacités cognitives, on a la mémoire de travail et l'inhibition. Mémoire de travail, c'est la mémoire, on va dire, à court terme, quand on vous demande de retenir un numéro de téléphone, ce genre de choses. L'inhibition, c'est sa capacité à retenir son action. Le test, par exemple, pour montrer ça, c'est le N-back test. Donc, on va vous présenter des lettres les unes après les autres. Dans la condition 0, vous devez appuyer sur le bouton si la lettre est répétée directement. Donc, on montre PTXX, on répond le plus vite possible. Dans les conditions one back, c'est quand la lettre va être espacée d'une autre lettre. Donc vous avez un exemple ici. Du coup, on ne le voit pas exactement, mais le T, il n'est pas en target. Mais par exemple, c'est TBT, donc il faut re-répondre sur le T, et ainsi de suite pour 2 bacs, 3 bacs. Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette tâche? On doit retenir toutes les lettres précédentes pour savoir si elle va revenir et pouvoir répondre. Donc ça fait travailler la mémoire de travail, et aussi l'inhibition, parce que quand on va changer de 0 bac à 1 bac, par exemple, dans les conditions, on aura tendance à s'habituer à la condition précédente, donc il faut retenir cette envie. Les résultats, ils sont sans appel, et donc VGP, c'est Video Games Player, c'est les joueurs de jeux vidéo d'action, contre les non-Video Games Player, donc les non-joueurs. Les joueurs ont toujours des meilleurs résultats dans les conditions 1 bac, 2 bac. Pas dans cette étude-là, ça c'est une image qui est tirée d'une autre étude, mais dans les 0 bac et 3 bac aussi, de l'ordre à peu près de 10% dans les performances. Le Stop Signal Task, qui est une tâche plus favorable pour l'inhibition, c'est on a 2 signaux, par exemple un rond vert, un rond rouge. À chaque fois que le rond vert apparaît, on doit répondre le plus vite possible. Dès que le rond rouge apparaît, on doit s'arrêter de répondre. Ou à l'inverse, on monte des ronds rouges, on ne doit pas répondre, pas répondre, pas répondre. Et dès que c'est un rond vert, on doit répondre le plus vite possible. Donc c'est dans les deux cas des capacités d'inhibition. Pareil, les joueurs de jeux vidéo d'action, on va dire joueurs de jeux vidéo d'e-sport à peu près ici, sont meilleurs dans ces performances-là. Donc on en tire comme conclusion que la mémoire de travail et l'inhibition sont travaillées par les jeux vidéo et que c'est des processus qui sont utiles à la performance dans les jeux vidéo. La flexibilité cognitive, ici la tâche, je vous la détaille rapidement, elle n'est pas super simple non plus. On va vous montrer un petit carré ou un petit rectangle, vous voyez sur la deuxième slide en partant du bas. Et ensuite, on va vous montrer une grande forme qui va être composée soit de petits rectangles, soit de petits carrés. Il faudra répondre à droite si c'est un carré, à gauche si c'est un rectangle. C'est pareil ici, il y a 2 conditions. Il y a la condition locale, donc on va vous montrer un petit carré, un petit rectangle, et la condition globale, qu'on va vous montrer un gros carré, un gros rectangle. Pardon. La différence, c'est quoi? C'est que dans la condition locale, on va devoir regarder le symbole du milieu, voir de quoi il est composé,
pour ensuite répondre à droite ou à gauche. Alors que dans la condition globale, il n'y a pas besoin de vraiment de faire de comparaison, ça saute directement aux yeux. Donc la flexibilité cognitive ici qui est mesurée, c'est le temps de réaction, la différence de temps de réaction entre un essai en local et un essai en global. Ce n'est pas les deux mêmes processus qui sont utilisés. Donc je viens de vous le dire, il y en a où on a une comparaison simple et il y en a une où il faut aller retrouver la petite forme. Et bien cette différence de temps de réaction entre le local et le global, pareil, les joueurs de jeux vidéo sont plus rapides, ils ont une meilleure flexibilité cognitive. C'est ce qu'on appelle le switch code, cette différence entre les deux temps de réaction. Donc pareil, flexibilité cognitive, important pour les jeux vidéo. Ici, vous avez un petit résumé d'une étude, donc je vous ai mis à chaque fois les sources en bas à gauche, qui prend plein de résultats d'études de jeux vidéo, enfin de joueurs versus non-joueurs. Vous voyez la courbe pleine, ça serait la courbe que devraient suivre les résultats si les joueurs et les non-joueurs avaient les mêmes résultats. La courbe que vous avez en pointillé, c'est une courbe de régression avec tous les résultats des études. Ce que ça veut dire, vu que vous avez en abscisse les non-joueurs et en ordonnée les joueurs, c'est que si la courbe est plus basse, ça veut dire que les joueurs sont meilleurs que les non-joueurs dans toutes les tâches que vous avez listées à gauche. Et vous pouvez le voir sur les axes, c'est des tâches qui vont de à peu près 200 millisecondes à des tâches qui vont jusqu'à 2 secondes. Donc c'est vraiment des processus cognitifs qui ne sont pas que des processus instinctifs où on n'a pas vraiment de réflexion. On a aussi des tâches qui nécessitent de la réflexion où les joueurs deviennent plus rapides. Et c'est super important ici, j'avais oublié de le préciser, il n'y a pas d'augmentation du nombre d'erreurs. On devient plus rapide quand on joue aux jeux vidéo, mais on ne fait pas pour autant plus d'erreurs. Ça vient en contradiction un peu avec ce qu'on entend aussi dans les médias ou ce genre de choses depuis des dizaines d'années. Les joueurs de jeux vidéo seraient plus impulsifs, ils auraient moins de contrôle, ok, ils sont super dynamiques, mais ils font plus d'erreurs, ils n'arrivent pas à se concentrer, ils font plus d'erreurs à l'école, ce genre de choses. Ces études-là vont dans le sens inverse de ça. On s'entend bien, on ne parle pas ici de jouer 10 heures par jour aux jeux vidéo. Les papiers en général, les joueurs, c'est des gens qui vont jouer sur les 6 derniers mois une dizaine d'heures par semaine. Et histoire de montrer aussi que c'est des apports du jeu vidéo, ils ont entraîné des non-joueurs pour avoir les mêmes résultats que ça. Donc les résultats sont un petit peu moindres, mais les gens qui s'entraînent deviennent meilleurs sur ces processus-là. Les joueurs jouent à peu près 1 heure par jour pendant 4 jours par semaine. C'est pas beaucoup plus. Donc il faut aussi un peu nuancer ce côté-là. Et puis vous le verrez un petit peu après dans les limites. Donc, est-ce qu'on ne se dirigerait pas vers un modèle de l'échauffement sportif en se basant sur l'échauffement du sport que je vous ai montré précédemment? Donc, avec les échauffements généraux, les étirements, dont vous en a parlé, il n'y a pas vraiment de littérature e-sport sur les étirements, mais les connaissances du sport nous suffisent amplement pour l'instant. La préparation mentale et routine individuelle, pareil, où il y a déjà des petits papiers qui sortent en e-sport. Et nous, donc l'échauffement spécifique qui n'existe pas vraiment en e-sport aujourd'hui. Donc, ça serait transition, faire ce genre de test-là pour échauffer les fonctions cognitives. Donc le N-back test, je vous en ai parlé, c'est pour la mémoire de travail. Les flanker tasks, c'est vous avez un stimuli au milieu avec des distracteurs autour. Par exemple, vous avez une flèche qui est dirigée soit vers la droite, soit vers la gauche. Et vous devez répondre flèche de droite si c'est dirigé vers la droite, flèche de gauche si c'est dirigé vers la gauche. Sauf qu'à côté, il y aura des flèches qui montreront un sens différent ou le même sens. Donc il va falloir inhiber les autres flèches qu'on voit et focus sur seulement la flèche du milieu. Vous avez le Wisconsin Card Sorting Test, qui est un test pour la flexibilité mentale, où on va vous demander de mémoriser des cartes et de vous demander quand est-ce qu'elles changent. Vous avez le Trail Making Test, qui va être aussi de la flexibilité cognitive, où vous allez devoir associer 1A, 2B, 3C le plus vite possible, ou des associations comme ça. Donc en traitant, par exemple, là, ici, c'est des lettres et des numéros, des chiffres, pardon. Donc c'est pas les mêmes processus cognitifs. Donc vous allez switch d'un processus à l'autre très vite. Donc ça peut être des bonnes tâches pour échauffer ces fonctions cognitives. Les pistes de recherche pour la suite, ça serait mieux cibler les processus cognitifs suivant les jeux. Donc c'est des pistes de recherche et aussi des limites de ce qu'on a pour l'instant et de notre travail. Parce que suivant les jeux vidéo, en général, les joueurs de jeux vidéo d'action, c'est des joueurs de jeux vidéo d'action. C'est pas spécifiquement League of Legends, spécifiquement Rocket League, spécifiquement Call of Duty, spécifiquement Counter-Strike. Donc ça serait intéressant de diversifier ça pour mieux comprendre quel processus correspond à quel jeu, pour du coup, derrière, mieux individualiser les routines d'échauffement des joueurs. Il faudrait aussi répliquer les différentes études existantes. On a un papier de Dale et Green qui est sorti en 2017, donc qui sont surtout Green, qui sont des gens qui ont beaucoup travaillé sur les papiers que je vous ai montrés précédemment et les fonctions cognitives. Pourquoi? Parce qu'ils disent, nos papiers, ils ont 15 ans, à peu près, c'est 2005-2010 les premiers, et en fait, l'utilisation des jeux vidéo a beaucoup changé. Maintenant,
à peu près tout le monde a déjà joué sur son téléphone à des petits jeux à droite à gauche qui peuvent être plus des jeux d'action parce que il y a beaucoup de focus attentionnel, une incertitude dans les mouvements, dans les actions. Même ceux qui jouent pas, bah, ils ont une Switch, alors qu'il y a 15 ans, non. Ceux qui jouaient pas, ils jouaient pas, et ceux qui jouaient, on l'entend suffisamment des youtubeurs et des streamers. Il y a 15 ans, on était des énergumènes quand on jouait, on le disait pas. Maintenant, ça devient plus populaire. Donc, comme la pratique du jeu vidéo a changé, peut-être que la différence maintenant entre joueurs et non-joueurs, elle est un petit peu à revoir. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de ramener un troisième groupe dans les protocoles, qui sera un groupe de joueurs pro. Pourquoi un groupe de joueurs pro, en tout cas, ce qui nous intéresse, nous, c'est que ça touche à notre domaine professionnel, vu qu'on travaille tous les deux avec les joueurs pro, Yoann et moi, et parce que c'est un groupe qui est très peu étudié, parce que difficile d'accès souvent. Pour ma part, j'ai fait mon stage de master chez Vitality. Pour faire mes protocoles de recherche, tout le monde adhère pas forcément. Et ceux qui adhèrent, bah, des fois ils le font très bien, des fois ils le font moins bien, des fois ils ont un entraînement donc ils doivent couper parce qu'ils avaient... Donc c'est très compliqué d'avoir accès à des joueurs pro, mais on commence à avoir, vu que la littérature commence à avoir un intérêt pour les coachs, il y en a beaucoup qui s'intéressent, qu'on a des chercheurs comme Ismaël Pedraza qui travaille chez G2 maintenant pour l'équipe League of Legends. Bah, ils apportent ce côté scientifique aux entreprises et aux équipes, et les équipes ils disent ah donc le mec qui fait un super taf avec nos joueurs et qui les emmène en victoire de LEC, bah, il vient de ramener des connaissances de la recherche. Donc la recherche, c'est peut-être pas si mal. Et du coup, bah, même les structures et les entreprises vont pousser les joueurs vers ce côté-là et à donner du temps pour ces expériences-là. Donc voilà, et c'est des pistes de recherche que, à titre personnel, je vais creuser dans ma thèse, qui devrait démarrer officiellement bientôt. Oui, on démarre déjà un peu officieusement, pardon. Mais voilà. Donc, si vous avez des questions, pour ma part, j'ai fini. Merci à tous de m'avoir écouté.